Alors, on va continuer à se poser les questions des contre-pouvoirs dont on a à disposition, dont normalement les députés ont à disposition, et des pouvoirs qu'on a, nous, en tant que citoyens. Et on va accueillir Raphaël Dohan. Bonjour, venez nous rejoindre, essayiste haut fonctionnaire, normalien énarque. Vous êtes l'auteur du livre... on peut le dire légèrement provocateur, même si vous allez me dire que ce n'est pas une provocation. Faire de la France une démocratie aux éditions Passé Composé. Donc faire de la France une démocratie, ça veut dire que là, en fait, on n'est pas en démocratie, selon vous. Exactement, nous ne sommes pas en démocratie, mais dans un sens très précis, qui est le sens en fait originel et étymologique du terme, qui est de dire la démocratie. Pour les Grecs qui ont inventé le concept, c'est le régime où le peuple fait directement les lois. Démocratia, donc démos, le peuple, kratos, exactement. Le pouvoir. Donc le pouvoir au peuple, ça pour vous, ça n'existe pas. Et en fait, aujourd'hui, on est dans un régime qui est représentatif, qui s'est voulu comme tel d'ailleurs depuis la Révolution. Les révolutionnaires n'ont pas souhaité faire de la France une démocratie au sens propre. À l'époque, au XVIIIe siècle, on pensait encore, classiquement, que la démocratie, c'était seulement le régime où le peuple gouvernait directement. Alors, il ne s'agit pas aujourd'hui de dire qu'on va faire toutes les lois par tous les citoyens tous les dimanches, évidemment, ce serait pratiquement impossible, mais je pense qu'on peut retrouver une sorte de régime plus mixte qui incorpore une part plus grande de démocratie. Oui, parce que vous voulez qu'on s'inspire de la démocratie du temps d'Athènes, où on levait la main dans une agora. Ça, effectivement, ça semble quand même un peu compliqué. Le faire manuellement, c'est compliqué, mais on a un outil qui existe déjà dans la Constitution, qui est le référendum, évidemment, et qui est un peu la transposition moderne de cette pratique antique. Et le référendum, c'est... dans la Constitution, d'ailleurs, une voie pour adopter la loi qui est mise sur le même plan que la voie parlementaire. Normalement, les citoyens adoptent la loi soit par le biais de leurs représentants, soit directement par référendum. Mais il se trouve qu'on en fait quand même assez peu. On sait que ça fait 20 ans qu'on n'a plus fait de référendum, mais en fait, quand on regarde toute l'histoire de la Ve République, on en a fait, alors 5 si on compte celui qui a fondé la République elle-même, sous le général de Gaulle, 5 autres seulement sous tous ses successeurs. On voit que la tendance n'est pas très favorable. Dont un qui a été dévoyé. En plus. Mais c'est parce que le général de Gaulle, lui, était prêt à remettre en quelque sorte son titre en jeu, à dire si vous voulez pas, si vous votez contre ce référendum, je serai prêt à partir. Ce qui n'est pas forcément le cas du président de la République. Vous allez voir qu'Emmanuel Macron a passé un grand oral la semaine dernière sur TF1, qu'il a promis encore une fois un référendum. Alors c'est pas la première fois qu'il fait cette promesse, mais écoutez, cette fois-ci, on va voir si on en sait un peu plus. Je souhaite qu'on puisse organiser une consultation multiple, c'est-à-dire plusieurs référendums en même temps dans les mois qui viennent. C'est qu'on puisse, sur des grandes réformes économiques, éducatives ou sociales, saisir nos compatriotes. Bon, alors ça vous réjouit, on imagine, Raphaël Dohan. Plus de référendums. En matière de référendum, Emmanuel Macron, il évoque beaucoup, mais convoque peu, quand même. Parce que ça fait longtemps maintenant qu'il parle, qu'il dit qu'il envisage de faire un référendum, et on n'en voit pas vraiment arriver la concrétisation. Je pense pour plusieurs raisons. La première aussi, c'est qu'il arrive à la fin, quand même, de ses 2 mandats, et il a fait déjà des réformes sur beaucoup de sujets. Maintenant, ça lui donnerait peut-être l'impression de revenir en arrière sur sa propre action, que de demander aux Français de se prononcer sur tel ou tel projet de loi important. Alors, Maxime Yedot, effectivement, parlait de ce piège aussi du référendum, c'est-à-dire que le président fasse un référendum et que ça se finisse en pour ou contre Emmanuel Macron, ou alors que le référendum, le résultat ne plaise pas et qu'on décide de l'annuler. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. C'était le fameux référendum en 2005 pour la Constitution européenne où vous avez dit merci Monsieur Peuple, vous avez bien voté, mais si on le remettait quand même, ça s'était transformé en traité de Lisbonne ensuite en 2007. Donc c'est peut-être aussi le piège aujourd'hui que les Français eux-mêmes ne croient plus en ce mécanisme qui est normalement important pour la démocratie. Je pense que les Français y croient encore beaucoup. Quand on regarde les sondages d'opinion sur le référendum lui-même, c'est encore une voie, une procédure qui est extrêmement populaire. Les Français attendent qu'on fasse des référendums. Et après, la question de savoir si les gens répondent plus à celui qui pose la question qu'à la question elle-même, ça me paraît empiriquement pas si vrai quand on regarde les différents référendums qu'on a eus depuis 1958. Il y en a un auquel on pense, évidemment, qui est celui de 1969, quand le général de Gaulle démissionne après le non-référendum de 69. Mais c'est un cas particulier parce que le général de Gaulle lui-même avait très explicitement dit à la télévision, je m'en irai, je verrai ça comme un désaveu si vous dites non à ce référendum. Mais est-ce que vraiment on est obligé de suivre cette pratique-là, ce précédent? Je ne suis pas sûr. Et quand on a fait les 2 référendums justement sur les questions européennes, donc en 92 sur le traité de Maastricht, en 2005 sur la Constitution, les débats portaient vraiment sur la construction européenne. Et d'ailleurs, ça a été parmi les meilleurs débats qu'on ait eu sur le sujet européen de toute notre histoire, je pense. Donc, et là, les gens ne se prononçaient pas pour ou contre François Mitterrand ou Jacques Chirac. C'était
était quand même très secondaire. Donc je pense que quand le sujet est vraiment important et qu'il intéresse vraiment les Français, ils répondent à la question. Alors, on a un avis justement d'un Canadien sur ce plateau. Donc, il y a eu 2 référendums au Québec, en 80 et 95. Les deux fois, les souverainistes ont perdu. Moi, le référendum, c'est compliqué à organiser, ça coûte cher. Oui. Et je ne suis pas convaincu que les Français se mobiliseraient massivement pour... si on organise trop de référendums, à mon avis, le référendum tue le référendum. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si, oui, il faut éviter la lassitude du faut scrutin. que ce soit un sujet qui soit très important, je pense, pour mobiliser toute la France. Absolument, mais vous savez, même à Athènes, on parlait tout à l'heure dans l'Antiquité, les gens rechignaient un peu à aller voter aussi souvent qu'on leur demandait, il fallait les traîner. Bon. Donc non, il faut pas évidemment pas en faire trop souvent et surtout pas en faire sur des sujets jugés anecdotiques. Voilà. Mais pourquoi pas, puisque ça marche en Suisse, on vous a préparé un petit... C'est pas si anecdotique en Suisse tout de même, je trouve. Ah bah pardon, excusez-moi, mais j'ai vu aussi pour ou contre les vaches à cornes, alors ça a fonctionné, les droits fondamentaux pour les singes, des avocats pour représenter les animaux. Alors, les vaches à cornes ou pas, ça c'était quand même, on peut pas dire que c'est un sujet majeur qui rassemble une union nationale. D'accord, mais la participation est très variable d'ailleurs en Suisse selon les votations et on voit très bien celle qui attire plus de monde, mais le fait qu'il y en ait sur des sujets anecdotiques comme cela, avec moins de participation, ne veut pas dire que les gens se lassent des véritables sujets importants. Donc en France, on n'a évidemment pas la même tradition. Je ne propose pas d'adapter le système suisse tel quel en France, mais on a clairement moyen aujourd'hui de revitaliser l'usage du référendum. Trouver un juste milieu. Et voilà, et de trouver un juste milieu. Pourquoi pas, c'est ce que je propose dans le livre, en permettant aux parlementaires français de déclencher eux-mêmes un référendum sur une proposition de loi, mais avec des limites temporelles. L'idée étant, moi, ce que j'aimerais bien, ce serait qu'on puisse faire comme ça se fait d'ailleurs aux États-Unis. Donnez-nous un exemple concret. Imaginons que... sur la fin de vie, puisqu'on parle beaucoup de fin de vie en ce moment, c'est un sujet parmi d'autres, on pourrait très bien faire un référendum, mais qui se joindrait en termes d'organisation avec une élection existante, déjà prévue, nationale ou locale. Ce qui se fait beaucoup aux États-Unis, on oublie souvent, mais les États-Unis pratiquent beaucoup de référendums, pas au niveau national, mais au niveau de certains États. Et ça se fait en général en même temps que d'autres élections, pour les gouverneurs ou pour le président. Et ça marche bien, parce que comme ça, les gens se déplacent une fois. Pour les mairies, pour les mairies, ça s'organise plus facilement. Donc il y a moyen de trouver des manières logistique, disons, ne va pas rendre ça trop lourd. Alors, il y a moyen aussi de contourner les difficultés. La difficulté, c'était de dire non à celui qui pose la question. Et l'absence de mobilisation d'un électorat, c'est de poser plusieurs questions. Comme ça, on se dit, voilà, tout est noyé. Ça s'est jamais fait. Ce serait vraiment nouveau. Alors, c'est assez limité, en fait. On ne va pas en poser 10, évidemment. Mais en même temps, est-ce qu'à votre avis, ça peut mobiliser effectivement un peu plus les Français ? Vous évoquiez par exemple la fin de vie, on pourrait rajouter effectivement d'autres sujets, le mode de scrutin même si c'est pas nécessaire, etc. On peut trouver. C'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée. Effectivement, il ne faut pas en faire 10 parce que, alors concrètement aujourd'hui, ça voudrait dire de faire, voilà, en fait, c'est pas un référendum sur plusieurs questions, c'est plusieurs référendums à chaque fois. Vous savez, les référendums, c'est pas vraiment sur une question, c'est sur un projet de loi qu'on approuve ou pas. Donc il faudrait mettre plusieurs projets de loi, mais on peut très bien faire les scrutins le même jour. Alors, pas en faire 10 parce que sinon ça devient compliqué à organiser, on faire des tours devant les urnes, mais on pourrait le faire. Ce qu'on peut pas faire, et où je suis pas d'ailleurs favorable, juridiquement aujourd'hui, c'est le référendum à question multiple. C'est de dire, voilà, le QCM, que voulez-vous entre telle option, telle option, telle option. Parce que le référendum, c'est pas un sondage d'opinion, il s'agit bien... C'est tranché, vraiment. C'est un mode, c'est un mode de gouvernement, en fait. C'est une manière d'adopter une loi. Donc il faut bien qu'il y ait un projet derrière, ou une proposition de loi, et ça c'est extrêmement important. Donc je pense que ce serait effectivement plutôt une bonne idée d'en faire au moins 2 ou 3, ne serait-ce que parce que, comme vous l'avez suggéré, ça dissocierait les débats de la personne du président de la République, si c'est lui qui convoque les... Comment est-ce que vous expliquez que le référendum soit devenu un objet presque populiste, porté par les Gilets jaunes, porté par des partis assez nationaux populistes, si je puis dire? Comment est-ce que vous expliquez que le référendum ait été instrumentalisé, entre guillemets, par la base? D'ailleurs, il y a effectivement une pyramide sur votre livre. Oui, c'est vrai. Mais d'abord, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il soit si réservé aux populistes. J'ai l'impression que quasiment tout le monde finit par parler du référendum. On en voit de François Bayrou à Bruno Retailleau, en passant effectivement par le Rassemblement national ou Emmanuel Macron. En fait, tout le monde finalement parle du référendum. Alors pourquoi les politiques en ont peur? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a une hostilité ou une méfiance très ancienne, j'en parlais tout à l'heure, depuis la Révolution, et surtout sous la Troisième République, on a craint le référendum à cause des fameux plébiscites, donc de l'idée que, notamment sous le Second Empire, en fait, le référendum servait à appuyer le pouvoir d'une personne plutôt qu'à gouverner démocratiquement. Ce qui me paraît un argument en fait très superficiel. Et sous la Cinquième République, on a
avec le général de Gaulle, on a ajouté cette option du référendum que le général de Gaulle a utilisé de manière très courante. Mais ensuite, on est un peu revenu à cette méfiance initiale. Je pense qu'on a tort, et on a d'autant plus tort aujourd'hui que la situation politique est tellement bloquée. On a une assemblée qui est divisée en 3 groupes qui ne peuvent pas vraiment s'entendre, à part pour ne rien faire, que précisément le référendum, c'est le seul moyen d'action qui nous reste. Parce que contrairement aux divisions idéologiques des partis politiques, les Français sont en fait souvent très d'accord sur beaucoup de sujets, à des majorités de 65-70%, ce qu'on ne retrouve pas du tout à l'Assemblée. Mais est-ce que ça veut dire que, par exemple, les Français aujourd'hui, vous parliez de la classe politique qui a peut-être changé, etc. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les Français aussi, vu le malaise démocratique ambiant, n'auraient peut-être plus envie de se déplacer, même pour certaines grandes questions, précisément parce que le traumatisme de 2005 a été tel que même si, on va dire, démocratiquement ce serait sain, le Français pourrait se dire la dernière fois que je me suis déplacé, c'était pour rien. Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte d'avoir eu comme ça une sorte de jurisprudence du référendum qui est inutile? Ça a forcément laissé des traces, 2005. Je ne pense pas que ce soit non plus rédhibitoire. Je pense que les gens iraient effectivement quand même voter. D'abord parce qu'il y aurait un débat, comme on n'a plus connu justement depuis 20 ans, un vrai débat de fond. Parce que malgré tout, même quand on a des débats sur la réforme des retraites ou sur la fin de vie au Parlement, les débats pénètrent quand même pas énormément la société. Il y a des manifestations, mais c'est pas du tout pareil que si on avait pendant 3-4 mois une véritable campagne où différents camps s'affronteraient sur les arguments de fond. Et alors, question qui fâche, hein, je me fais un peu l'avocat du diable de votre livre, mais est-ce qu'on peut demander aux Français de prendre la bonne décision pour son avenir? Est-ce qu'on peut demander aux Français, d'ailleurs, je ne sais pas, moi, si on me demande est-ce que tu as envie de travailler jusqu'à 70 ans, je ne suis pas tout à fait sûre de répondre oui. Vous voyez, si on me demande est-ce qu'il faut réduire la dette au point de, je ne sais pas, prendre plus d'impôts. Non, mais effectivement, est-ce qu'on ne fait pas peser trop de responsabilités sur les épaules des Français? Alors, j'aurais 2 réponses. La première, c'est que ce que vous dites est une crainte légitime, mais elle vaut pour toutes les formes, dans ce cas-là, de la démocratie, y compris représentative. Dans ce cas-là, on peut aussi dire qu'il ne faut pas faire voter les électeurs aux élections législatives ni présidentielles parce qu'ils ne seraient pas capables de choisir le bon candidat. Il faut passer un test de QI afin de voter. Voilà, exactement. Mais si on fait confiance au principe même de la démocratie, c'est aussi que les électeurs collectivement arrivent à trouver leur propre intérêt. Ce n'est pas toujours le cas dans chacune des situations, c'est pas toujours le cas sur chaque sujet, mais le pari auquel on est un peu obligé de croire quand on est démocrate, c'est que dans l'ensemble, les décisions sont prises dans l'intérêt de ceux qui les prennent. Et justement, d'ailleurs, ce qui est intéressant avec le référendum, c'est que ça responsabilise. On ne peut pas dire je vote pour quelqu'un et après je vais l'engueuler parce qu'en fait il n'a pas fait ce que je pensais qu'il dirait, etc. Là au moins, par exemple, sur une réforme des retraites, imaginons, pour 70 ans, comme Marc. Au hasard, Au hasard. Évidemment, on pourrait se dire que les Français choisiraient l'âge le plus bas parce que c'est plus confortable. Ça. Mais en même temps, c'est eux aussi qui payent les charges sociales, c'est eux qui payent les impôts. Donc, et tout ça, ça apparaîtrait dans un débat. Donc je serais très curieux, justement, de voir. Je ne suis pas sûr que ça irait dans le sens qu'on peut imaginer intuitivement. Donc il faut faire le pari de la question, est-ce que le peuple a toujours raison? Parce qu'il y a des grandes réformes qui ont été choisies avec risque par voilà, c'est ce que j'allais dire, la peine de mort, l'interruption volontaire de grossesse, peut-être que ça aurait été non. Ce référendum. Et du coup, on a peut-être retardé ou on aurait retardé ou renoncé à des réformes qui aujourd'hui paraissent tout à fait mais là, ça aurait été vraiment le peuple n'a pas toujours raison au peuple. C'est une question chronologique aussi, parce que finalement, peut-être que quelques années après, le peuple aurait dit oui sur la peine de mort, par exemple. Et surtout, je voudrais souligner un point historique, qui est que les régimes totalitaires, ils ne se sont pas installés dans des démocraties directes. Ils se sont installés soit dans une monarchie comme la Russie, soit dans un régime parlementaire en Allemagne, par exemple, au XXe siècle. La Suisse n'est jamais devenue une dictature totalitaire et populiste. Alors, si nous croyons à la démocratie, il est temps de nous y engager vraiment. Ce ne serait pas un grand effort. Il faut simplement oser être un démocrate. Merci infiniment. Merci à vous. Pour cet essai coup de poing stimulant qui donne à réfléchir.